Je suis rentré à la maison pour le déjeuner. Ma femme était dans la piscine avec mon gendre. J'ai vu la bouteille de lubrifiant sur la table de nuit. Silencieusement, j'ai remplacé le liquide par de la colle industrielle et j'ai verrouillé la porte. 1 heure plus tard, les pompiers ne pouvaient s'empêcher de rire. Je suis ravi de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et commentez la ville d'où vous regardez pour que je puisse voir jusqu'où mon histoire a voyagé. Je n'aurais jamais pensé que 30 ans de mariage pourraient s'effondrer le temps d'une simple pause déjeuner. Je m'appelle Jean-Marc Dubois, et à 63 ans, je croyais avoir vu assez de choses dans la vie pour en prédire les schémas. Les mardis matins rimaient avec tartines beurrées et café noir. Les mercredis soirs étaient réservés au club de lecture de Béatrice. Les jeudis étaient consacrés au jardinage et au dîner tranquille. Notre vie s'était installée dans un rythme confortable, du moins c'est ce que je pensais. Ce mardi-là a commencé comme n'importe quel autre. Béatrice m'a embrassé sur la joue en partant pour son travail à l'agence d'assurance, son parfum flottant dans la cuisine bien après que sa Renault ait disparu au bout de la rue des Érables. À 58 ans, elle se mouvait toujours avec l'assurance d'une femme qui connaissait sa place dans le monde. J'enviais cette certitude. J'étais à la retraite depuis 2 ans maintenant, après avoir passé 41 ans comme superviseur à la Poste. Ma pension de 2200 € par mois, combinée au salaire de 3800 € de Béatrice, nous permettait de vivre confortablement dans notre modeste maison à 2 étages. Rien d'extravagant, rien qui n'attire l'attention. C'est ainsi que je préférais les choses. La matinée s'est étirée avec ses tâches monotones habituelles. J'ai arrosé la roseraie de Béatrice, trié les factures et tenté de réparer la charnière grinçante de la porte du garage. Vers 11h30, mon estomac a commencé à gargouiller et je me suis souvenu des restes du rôti de porc que Béatrice avait préparé la veille. Un petit trajet en voiture pour rentrer déjeuner semblait être la pause parfaite dans ma routine de retraité désœuvré. Je me suis garé dans notre allée à 12h15 précise, remarquant que la voiture de Béatrice était garée à sa place habituelle. Étrange. Elle déjeunait généralement à son bureau, se plaignant toujours d'avoir trop de travail pour quitter l'agence. Peut-être était-elle rentrée malade. J'ai utilisé ma clé doucement, ne voulant pas la réveiller si elle se reposait. La maison semblait différente, chargée d'une énergie que je ne pouvais pas identifier. Le salon était vide, mais je pouvais entendre des voix étouffées venant de la direction de notre piscine dans le jardin. Béatrice me harcelait depuis des mois pour que j'utilise la piscine plus souvent. Nous dépensons tout cet argent pour l'entretenir, Jean-Marc, et tu n'y mets jamais les pieds, disait-elle. Peut-être avait-elle décidé de suivre ses propres conseils et profiter d'une baignade de la mi-journée. J'ai traversé la cuisine en direction de la baie vitrée qui menait à notre terrasse, mais quelque chose m'a arrêté avant de l'atteindre. À travers la vitre, je pouvais voir 2 silhouettes dans les hauts. Béatrice était là, comme je m'y attendais. Mais elle n'était pas seule. Julien Laurent, notre gendre, était avec elle. Au début, mon esprit a essayé de rationaliser ce que je voyais. Peut-être était-il venu prendre des nouvelles de Béatrice. Peut-être y avait-il une urgence familiale concernant notre fille Camille. Mais alors que je regardais, figé derrière les rideaux de la cuisine, la vérité est devenue inévitablement claire. Il ne faisait pas que nager. Les bras de Béatrice étaient enroulés autour du cou de Julien, ses jambes autour de sa taille. Ils bougeaient ensemble dans les hauts avec une intimité qui m'a serré la poitrine et fait trembler les mains. Ce n'était pas fortuit. Ce n'était pas innocent. C'était délibéré, passionné et dévastateur. J'ai regardé ma femme depuis 30 ans embrasser l'homme qui avait épousé notre fille unique il y a 8 ans. J'ai regardé comment elle le touchait, de la manière dont elle me touchait à l'époque où nous nous touchions encore. J'ai regardé les mains de Julien explorer son corps avec une familiarité qui parlait de pratique, de répétition, de temps investi pour apprendre ce qui lui plaisait. Mes jambes ont flanché. Je me suis agrippé au plan de travail de la cuisine, le granit froid contre ma paume, et j'ai essayé de donner un sens à ce dont j'étais témoin. Depuis combien de temps cela durait-il? Combien de fois s'était-il rencontré ainsi pendant que je bricolais dans la maison, naïf et confiant? La trahison coupait plus profondément que je ne l'aurais imaginé. Ce n'était pas seulement l'infidélité de Béatrice qui me blessait. C'était celle de Julien. C'était l'homme qui s'asseyait à notre table chaque dimanche, qui m'appelait beau papa quand il voulait m'emprunter des outils, qui avait promis d'aimer et d'honorer notre fille. C'était l'homme qui me serrait la main avec ces mêmes mains qui caressaient maintenant ma femme. J'ai reculé de la fenêtre, le cœur battant si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. J'avais besoin de réfléchir.
J'avais besoin de respirer. J'avais besoin de décider quoi faire de cette terrible découverte. Marchant machinalement à travers notre maison, je me suis retrouvé dans notre chambre. Tout semblait identique à ce matin-là quand j'avais fait le lit et rangé les bijoux de Béatrice sur la commode. Mais maintenant, je voyais les choses différemment. Je la voyais comme le théâtre de sa tromperie. C'est alors que j'ai remarqué le petit flacon sur la table de nuit de Béatrice. Au début, j'ai cru que c'était de la crème pour les mains, mais en le prenant, j'ai réalisé de quoi il s'agissait. Du lubrifiant intime, le genre cher dont Béatrice prétendait que nous n'avions plus besoin, à l'époque où nous partagions encore une intimité physique. Elle s'était préparée pour cela. Elle avait prévu que Julien vienne ici, dans notre lit, dans notre espace sacré. Le côté calculateur de la chose m'a donné la nausée. Je suis resté là, tenant ce flacon, et quelque chose en moi a basculé. La douleur a commencé à se transformer en quelque chose de plus dur, de plus froid. Si Béatrice voulait jouer à des jeux, si elle voulait traiter notre mariage comme quelque chose de jetable, alors il était peut-être temps qu'elle apprenne que les actes ont des conséquences. Je me suis dirigé vers le garage où je gardais mes fournitures de bricolage. Parmi les divers flacons et récipients, j'ai trouvé ce que je cherchais, un adhésif industriel ultra fort, le genre utilisé pour des fixations permanentes, avec une étiquette avertissant du danger de contact avec la peau et de la nécessité de consulter un médecin immédiatement en cas de mauvaise utilisation. De retour dans la chambre, j'ai soigneusement vidé le flacon de lubrifiant et je l'ai rempli avec la colle visqueuse et transparente. La consistance était assez similaire pour passer une inspection rapide, mais les effets allaient être radicalement différents. J'ai replacé le flacon exactement là où je l'avais trouvé, puis j'ai discrètement verrouillé la porte de la chambre de l'intérieur avant de m'éclipser par la salle de bain qui communiquait avec le couloir. S'ils voulaient de l'intimité pour leurs ébats, j'allais m'assurer qu'il en ait plus que prévu. Je suis retourné dans la cuisine et je me suis assis à notre table de petit déjeuner, cette même table où Béatrice et moi avions partagé un café le matin même, où elle m'avait embrassé sur la joue avant de partir travailler, du moins c'est ce que je croyais. Par la fenêtre, je pouvais les voir encore dans la piscine, toujours enlacés dans leur étreinte passionnée. Une partie de moi voulait sortir en trombe et les confronter immédiatement. Une partie de moi voulait faire un sac et partir pour toujours. Mais une plus grande partie de moi voulait voir comment cela allait se dérouler. Je voulais voir les conséquences de leur choix se manifester naturellement. Je me suis fait un sandwich avec les restes de rôti et j'ai attendu. Je savais qu'ils ne tarderaient pas à déplacer leurs activités à l'intérieur, avant de découvrir ma petite modification à leur plan. Pendant que je mangeais, j'ai pensé à l'homme que j'étais à peine une heure plus tôt, ce Jean-Marc Dubois qui avait été naïf, confiant, peut-être volontairement aveugle aux fissures de son mariage. Mais cet homme avait disparu maintenant, remplacé par quelqu'un qui avait compris que parfois, les personnes que vous aimez le plus sont celles qui sont les plus capables de vous détruire. L'ironie ne m'échappait pas. Ce fait que Béatrice et Julien pensaient être ceux qui avaient le contrôle, ceux qui avaient des secrets et du pouvoir. Ils n'avaient aucune idée que j'avais moi-même des secrets. Des secrets qui allaient bientôt changer tout ce qu'ils croyaient savoir sur la dynamique de notre famille. Mais pour l'instant, j'allais attendre. J'allais être patient. Et j'allais les laisser découvrir, de la manière la plus inconfortable possible, que la trahison a toujours un prix. L'horloge du micro-ondes affichait 12h52. Cela ne tarderait plus maintenant, exactement 1h07 après avoir fait ma découverte. Les hurlements ont commencé. Cela a débuté par des cris étouffés venant de l'étage, puis a dégénéré en une véritable panique. La voix aiguë et désespérée de Béatrice appelant à l'aide. Le ton plus grave de Julien, jurant d'une manière qui aurait fait rougir notre fille Camille. Le bruit de mouvements frénétiques, de meubles raclant le sol, et puis la voix de Béatrice à nouveau, cette fois suppliante, appelle le SAMU. Appelle le 15. J'ai terminé la dernière bouchée de mon sandwich et j'ai calmement marché vers le téléphone. Quand l'opérateur a répondu, j'ai laissé une véritable inquiétude teinter ma voix. J'ai besoin d'une ambulance au 1527 rue des Érables. Je crois qu'il y a eu un accident. Ma femme hurle à l'étage. En moins de 12 minutes, notre rue pavillonnaire si tranquille s'est transformée en véritable cirque. Camions de pompiers, ambulances et 2 voitures de police bordaient le trottoir. Les voisins sortaient de leur maison, attirés par le tumulte. Madame Martin, d'à côté, serrait son peignoir et tendait le cou pour avoir une meilleure vue. J'ai accueilli les secours à la porte d'entrée en jouant le rôle du mari confus et inquiet. Je viens juste de rentrer de mes courses, ai-je expliqué en me tordant les mains de manière appropriée.
J'ai entendu des cris venant de l'étage. La porte de la chambre est verrouillée et ils ne répondent pas à mes appels. Les pompiers n'ont fait qu'une bouchée de la porte de notre chambre. Ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur allait devenir une légende de quartier avant la fin de la semaine. Béatrice et Julien étaient en effet collés ensemble, courtoisie de l'adhésif industriel que j'avais substitué à leur lubrifiant prévu. Ils avaient réussi à se séparer partiellement, mais non sans laisser à Julien plusieurs centimètres carrés de peau adhérant à diverses parties de l'anatomie de Béatrice, et vice-versa. Le regard de mortification sur leurs deux visages a presque rendu toute cette épreuve gratifiante. Comment est-ce arrivé ? A demandé le lieutenant Leroy, l'officier en charge des pompiers, pendant que son équipe travaillait pour libérer le couple pris au piège en utilisant des solvants spécialisés. Béatrice, enveloppée dans un drap et essayant de maintenir une certaine dignité, m'a lancé un regard d'un venin pur. Le flacon, a-elle réussi à dire entre ses dents serrées. Quelqu'un a dû échanger le contenu. Échanger ? Ai-je demandé, laissant la confusion assombrir mes traits. Qui ferait une chose pareille ? Et pourquoi quelqu'un rentrerait dans notre maison pour trafiquer des objets personnels ? Julien, le visage rouge et concentré sur l'urgentiste qui traitait ses brûlures dues à la colle, a marmonné quelque chose à propos d'accidents et de défauts de fabrication. Les secouristes ont échangé des regards. Ce n'était pas la première fois qu'il était appelé pour des urgences inhabituelles liées à des adhésifs, mais c'était clairement une intervention dont il se souviendrait. Nous allons devoir vous transporter tous les deux au CHU, a annoncé la responsable du SAMU, une femme d'une quarantaine d'années à l'air compétent. Ces brûlures chimiques nécessitent un traitement approprié, et nous devons nous assurer qu'il n'y a pas de dommages permanents. Alors que Béatrice était aidée sur un brancard, toujours partiellement recouverte par un drap, elle m'a attrapé le bras. Ses ongles se sont enfoncés dans ma peau, et sa voix n'était qu'un murmure, « Il faut qu'on parle ». J'ai hoché la tête solennellement, l'image même du mari inquiet. « Bien sûr, ma chérie. Je vais suivre l'ambulance jusqu'à l'hôpital. » Mais je n'ai pas suivi l'ambulance. Au lieu de cela, j'ai attendu que la rue se vide des véhicules de secours et des voisins curieux avant de rentrer à nouveau dans ma maison. J'avais besoin de temps pour réfléchir, pour planifier mes prochains mouvements, et pour savourer la petite victoire que je venais d'obtenir. La chambre était un désastre. Les solvants chimiques avaient taché la moquette, les draps étaient ruinés, et la pièce entière aurait besoin d'être aérée pendant des heures. Mais d'une certaine manière, c'était approprié. La scène de la trahison de Béatrice avait été dûment profanée. J'étais assis dans mon salon, considérant mes options, lorsque la voiture de Camille s'est garée dans l'allée. Ma fille a fait irruption par la porte d'entrée sans frapper, le visage rouge de colère et d'embarras. « Papa, qu'est-ce ce qui s'est passé ici ?» a-t-elle exigé, portant toujours sa tenue de la clinique vétérinaire où elle travaillait comme assistante. Julien m'a appelé de l'hôpital. Il a dit qu'il y avait eu une sorte d'accident avec maman, mais il n'a pas voulu m'expliquer quel genre d'accident nécessite un traitement pour brûlure chimique. J'ai étudié ma fille attentivement. Camille avait toujours été plus proche de sa mère que de moi, et elle avait développé une fâcheuse tendance à se ranger du côté de Béatrice dans toute dispute familiale. Mais elle était aussi mon enfant unique, et malgré tout, je l'aimais. Ta mère et Julien ont été blessés dans ce qui semble être un accident avec une colle industrielle, ai-je dit prudemment. Je ne suis pas sûr de comment c'est arrivé. Je suis rentré de mes courses et je les ai trouvés en détresse. Camille m'a dévisagé, les yeux plissés. Julien était ici en plein milieu de la journée. Pourquoi ? J'ai supposé qu'il était venu prendre des nouvelles de ta mère. Peut-être l'avait-elle appelé parce qu'elle ne se sentait pas bien. Papa. Camille s'est assise en face de moi, sa voix prenant le ton patient qu'elle utilisait pour expliquer des procédures médicales aux propriétaires d'animaux difficiles. Julien ne passe pas juste en pleine journée pour prendre des nouvelles de maman. Il était au travail. Il a quitté son chantier pour venir ici. Et maintenant, ils sont tous les deux à l'hôpital avec des brûlures de colle. Que s'est-il réellement passé ? Le moment était arrivé plus tôt que je ne l'espérais, mais j'y étais préparé. Camille, je crois que tu dois poser cette question à ton mari et à ta mère. Qu'est-ce ce que c'est censé vouloir dire ? J'ai attrapé la télécommande et j'ai coupé le son de la télévision, créant un silence qui a rempli la pièce comme une lourde couverture. Cela veut dire que lorsque je suis rentré aujourd'hui, j'ai découvert certaines choses qui m'ont fait remettre en question tout ce que je croyais savoir sur notre famille. Le visage de Camille a pâli. Papa, s'il te plaît, ne me dis pas que tu penses ce que je crois que tu penses. Que crois-tu que je pense ? Tu penses que maman et Julien étaient ensemble ?
Genre, ensemble? Je n'ai pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, j'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à ce que l'inconfort de Camille soit visible dans chaque ligne de son corps. Ta mère et Julien ont été trouvés dans une position compromettante dans notre chambre, ai-je finalement dit. Le reste, je crois, parle de lui-même. Camille s'est levée d'un bond, les poings serrés. C'est impossible. Maman ne ferait jamais ça. Julien ne ferait jamais ça. Tu es paranoïaque, jaloux et ridicule. Vraiment? Oui. Et même s'il s'est passé un truc bizarre, même s'il y a eu un malentendu, tu ne laisses pas les gens se faire blesser avec de la colle industrielle. Si tu as échangé ce lubrifiant, si tu as fait ça exprès, c'est une agression. J'ai haussé un sourcil. C'est une sacrée accusation, Camille. Es-tu en train d'insinuer que j'ai délibérément blessé ta mère et ton mari? Je ne sais pas ce que j'insinue. Je sais juste que rien de tout ça n'a de sens. La porte d'entrée s'est ouverte à nouveau, et Béatrice est entrée, marchant avec précaution et portant une blouse d'hôpital sous la veste de Julien. Son visage était tiré par la douleur et l'humiliation, et elle refusait de croiser mon regard. Julien la suivait, boitant de manière évidente et arborant plusieurs gros pansements sur les bras et le torse. Il avait l'air d'avoir participé à une bagarre et de l'avoir perdue à plate couture. Maman. Camille s'est précipitée aux côtés de Béatrice. Ça va? Qu'est-ce ce qui s'est passé? Béatrice a fini par me regarder, et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. De la peur. Pas seulement de l'embarras ou de la colère, mais une peur sincère de ce que je pourrais dire ensuite. Ton père, a dit Béatrice prudemment, semble croire que Julien et moi étions engagés dans un comportement inapproprié. L'étiez-vous? Ai-je demandé doucement. La question a flotté dans l'air comme de la fumée. Julien s'est balancé inconfortablement, ménageant sa jambe blessée. Camille regardait alternativement sa mère et son mari, cherchant sur leur visage la vérité qu'elle ne voulait pas trouver. Jean-Marc, a dit Béatrice, sa voix prenant un ton que je reconnaissais après 30 ans de mariage. Le ton qu'elle utilisait quand elle était sur le point de tenter de me manipuler. Tu es bouleversé. Tu es confus. Mais lancer de folles accusations n'aidera personne. Je ne lance pas d'accusations, ai-je répondu calmement. Je pose des questions. Des questions simples et directes qui méritent des réponses simples et directes. Julien a fini par parler, sa voix éraillée par l'épreuve de la matinée. Écoute, beau papa, je sais à quoi ça ressemble, mais... Ne m'appelle pas beau papa, l'ai-je interrompu, et la dureté de ma voix m'a surpris moi-même. Quoi que tu sois pour cette famille, Julien, tu as perdu le droit de m'appeler beau papa aujourd'hui. Camille a halté. Tu ne peux pas décider ça. Julien est mon mari. Il fait partie de cette famille. Je me suis tourné vers ma fille, cette jeune femme qui s'était autrefois assise sur mes genoux et m'avait appelé le meilleur papa du monde, qui avait couru vers moi quand elle avait peur et qui me faisait confiance pour réparer tout ce qui était cassé dans son petit monde. Camille, ai-je dit doucement, les membres d'une famille ne se trahissent pas de la façon dont ton mari et ta mère nous ont trahis. Les mots l'ont frappé comme des coups physiques. Je pouvais la voir essayer de traiter ce que j'étais vraiment en train de dire, essayer de réconcilier les personnes en qui elle avait le plus confiance avec les accusations que je portais. C'est de la folie, a-t-elle murmuré. Cette journée entière est une folie. Mais je pouvais voir le doute s'insinuer dans son expression. Elle regardait Julien différemment maintenant, remarquant comment il évitait ses yeux, comment il se tenait plus près de Béatrice que de sa propre femme. Tous les trois se tenaient dans mon salon comme des accusés attendant leur sentence. Et pour la première fois depuis cette terrible pause déjeuner, je me sentais maître de la situation. Ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'aucun d'eux ne pouvait soupçonner, c'était que l'incide de la colle d'aujourd'hui n'était que le commencement. 3 jours après l'incide de l'hôpital, j'ai découvert que la trahison de ma famille allait bien plus loin que l'adultère. J'étais assis dans mon bureau, une petite pièce à côté de la cuisine où je payais les factures et gérais nos modestes finances, quand on a sonné à la porte. Par la fenêtre, je pouvais voir une femme en tailleur portant un attaché-caisse en cuir. Sa voiture, une berline noire élégante, suggérait qu'elle ne vendait pas des encyclopédies. « Monsieur Dubois ?» a-t-elle demandé quand j'ai ouvert la porte. « Je m'appelle Sophie Lambert. Je viens de la résidence Les Jardins du Soleil. Je crois que votre famille nous a contactés. » Les mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Les Jardins du Soleil étaient le HPAD le plus cher de notre région,
le genre d'endroit où les familles envoient leurs parents âgés quand elles veulent qu'ils soient à l'aise mais hors du chemin. Je crois qu'il y a une erreur, ai-je dit prudemment. Je n'ai contacté aucune résidence pour seniors. Sophie a consulté sa tablette en fronçant les sourcils. D'après nos dossiers, c'est votre fille Camille Laurent qui nous a contactés il y a 2 semaines. Elle a indiqué que vous souffriez d'un déclin cognitif et que la famille explorait les options d'hébergement médicalisé. Il y a 2 semaines. Avant l'incide de la piscine. Avant que je ne découvre la liaison de Béatrice, ils prévoyaient déjà de me mettre dans un entrepôt, avant même que leur secret ne soit exposé. Je vois. J'ai réussi à garder une voix stable malgré la rage qui montait dans ma poitrine. Et que vous a dit exactement ma fille sur mon état? Sophie a semblé mal à l'aise mais a continué à lire sur sa tablette. Elle a mentionné que vous aviez des problèmes de mémoire, des confusions concernant vos finances, et quelques épisodes agressifs. Elle était particulièrement inquiète de votre capacité à continuer à vivre de manière indépendante. Épisodes agressifs, problèmes de mémoire, confusion financière. Ils avaient construit tout un récit autour de mon inaptitude, créant les fondations pour me retirer de ma propre vie. Puis-je demander qui d'autre a été impliqué dans ces discussions? Ai-je demandé. Eh bien, votre femme Béatrice Dubois a également assisté à la visite de notre établissement la semaine dernière. Elle semblait très soucieuse de votre bien-être et a posé des questions détaillées sur notre unité Alzheimer. Béatrice avait visité l'établissement. Pendant que je bricolais dans la maison, croyant vivre une retraite paisible avec une femme fidèle, elle faisait les boutiques pour trouver un endroit où me planquer afin de pouvoir continuer sa liaison avec mon gendre. Et les arrangements financiers? Ai-je insisté. Sophie s'est balancée inconfortablement. Madame Dubois a indiqué que vous aviez une retraite modeste et quelques économies, mais que la famille devrait compléter les coûts. Notre tarif mensuel est de 4 700 €, un soutien familial supplémentaire serait donc nécessaire. 4 700 € par mois. Près du double de ma pension. Il prévoyait de vider nos économies pour payer mon emprisonnement pendant que Béatrice et Julien profiteraient de leur liberté nouvellement acquise. Je vous remercie d'être passé, ai-je dit en forçant un sourire. Mais je pense qu'il y a eu un malentendu. Je ne suis pas intéressé par une maison de retraite pour le moment. Bien sûr, monsieur Dubois. Ces décisions ne sont jamais faciles. Mais je dois mentionner que votre fille semblait très déterminée. Elle a posé des questions sur nos procédures concernant les résidents qui pourraient être réticents à la transition. Réticents à la transition. Ils avaient même prévu mes objections. Après le départ de Sophie, je me suis assis dans mon bureau, fixant les documents financiers éparpillés sur mon bureau. Relevés bancaires, dossiers d'investissement, papiers de retraite, toutes les preuves banales d'une vie menée de manière responsable. Mais rien de tout cela ne racontait la véritable histoire de ma situation financière. La vraie histoire était verrouillée dans un coffre de banque de l'autre côté de la ville, dans des documents que je n'avais jamais partagés ni avec Béatrice ni avec Camille. Des documents qui changeraient tout ce qu'elle croyait savoir sur Jean-Marc Dubois. Mon téléphone a sonné, interrompant mes pensées. L'écran affichait le numéro de Julien. « Allô, Julien ?» ai-je répondu d'une voix neutre. « Beau papa, Jean-Marc » s'est repris Julien rapidement. « Écoute, je pense que nous devons dissiper les malentendus sur ce qui s'est passé hier. » « Vraiment ? » Camille est vraiment bouleversée. Elle ne dort pas. Elle mange à peine. Tout ce malentendu la déchire. « Malentendu ?» ai-je répété. « C'est comme ça qu'on appelle ça ?» La voix de Julien a pris un ton suppliant. « Écoute, je sais à quoi ça ressemble. Béatrice m'a appelé parce qu'elle faisait une sorte de crise de panique. Elle m'a demandé de venir parce qu'elle ne voulait pas t'inquiéter. Quand je suis arrivé, elle était déjà dans la piscine, essayant de se calmer. Je suis entré dans les hauts pour l'aider et les choses ont juste dégénéré de manière confuse. C'était une histoire remarquablement créative, je devais l'admettre. Crise de panique, confusion, malentendu. Julien avait clairement passé les derniers jours à élaborer un récit qui le présentait, lui et Béatrice, comme des victimes innocentes des circonstances. Et la chambre, ai-je demandé. Comment vous êtes-vous retrouvés tous les deux là-bas si Béatrice faisait une crise de panique? Un long silence. Elle a dit qu'elle avait besoin de s'allonger. J'étais juste en train de l'aider à monter quand l'acide est arrivé. L'acide? Oui. Évidemment, quelqu'un a trafiqué ce flacon, mais nous ne savons ni qui ni pourquoi. Peut-être que c'était une mauvaise blague,
Ou peut-être un défaut de fabrication. J'admirais presque son obstination. Même avec des brûlures chimiques sur le corps et son mariage ne tenant qu'à un fil, Julien essayait toujours de tourner l'histoire en sa faveur. « Julien, ai-je dit doucement, savais-tu que Camille a contacté un EHPAD à mon sujet ?» Un autre long silence. Celui-ci plus révélateur que n'importe quelle confession. « Quoi ? Les Jardins du Soleil. Camille leur a dit que j'avais des problèmes cognitifs et que j'avais besoin d'un hébergement médicalisé. Béatrice a même visité l'établissement. Je ne sais rien de tout ça. » Mais sa voix avait changé. L'assurance avait disparu, remplacée par quelque chose qui ressemblait à de la panique. « La représentante vient de quitter ma maison », ai-je continué. Elle avait des notes très détaillées sur mon prétendu déclin mental. 4 700 € par mois, Julien. C'est ce qu'il en coûte pour parquer un mari et un père encombrant. Jean-Marc, si Camille les a appelés, c'est probablement parce qu'elle s'inquiétait pour toi après le décès de maman l'année dernière. Et avec ta retraite, peut-être qu'elle pensait que... Ma mère est décédée il y a 12 ans, Julien. Pas l'année dernière. Silence. Si tu vas me mentir, ai-je dit calmement, tu devrais au moins garder tes faits en ordre. Je pouvais entendre la respiration de Julien à l'autre bout du fil, rapide et saccadée. Il réalisait que son histoire soigneusement construite était en train de s'effondrer. Écoute, a-t-il dit finalement. Peut-être qu'il y a eu des malentendus de tous les côtés. Peut-être que nous devrions tous nous asseoir et en parler comme des adultes. Je pense que c'est une excellente idée. Pourquoi toi, Béatrice et Camille ne viendriez-vous pas ce soir ? 19 h, nous aurons une réunion de famille. D'accord. Oui, c'est bien. On peut régler ça, Jean-Marc. Ouais. Apporte les papiers. Quels papiers ? Ceux des Jardins du Soleil. Je suis sûr que tu les as vus puisque toi, Béatrice et Camille planifiaient mon avenir dans mon dos. Apporte-les tous. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. L'après-midi s'étendait devant moi, et j'avais des préparatifs à faire. J'ai traversé la ville en voiture jusqu'à la Banque nationale, où je maintenais un coffre-fort depuis 6 ans. Le contenu de ce coffre allait remodeler la compréhension qu'avait ma famille du pouvoir et du contrôle. À l'intérieur du coffre se trouvaient des documents qui racontaient une histoire très différente sur la situation financière de Jean-Marc Dubois. Des certificats d'action, des actes de propriété, des comptes d'investissement, le tout découlant d'un héritage que j'avais reçu après la mort de mon oncle Édouard en 2018. Édouard était le frère aîné de ma mère, un célibataire qui avait passé sa vie à accumuler tranquillement de la richesse grâce à des investissements prudents et une vie frugale. À sa mort, à l'âge de 89 ans, il m'avait légué l'intégralité de sa succession, étant son seul neveu survivant. 4 500 000 €. Je n'avais parlé de cet héritage à personne, pas même à Béatrice. Quelque chose m'avait retenu de partager la nouvelle. Un instinct de préservation que je n'avais pas entièrement compris à l'époque. Maintenant, j'étais reconnaissant de cet instinct. L'argent avait été investi de manière prudente, générant suffisamment de revenus pour plus que tripler mes ressources financières apparentes, mais j'avais continué à vivre sur ma pension, maintenant la fiction que nous étions un couple de la classe moyenne avec des moyens modestes. Pourquoi l'avais-je gardé secret ? Peut-être parce que j'avais senti, même à l'époque, que l'amour de Béatrice était soumis à des conditions. Peut-être parce que je voulais savoir que si les gens prétendaient m'aimer, ils aimaient Jean-Marc Dubois, l'ancien postier, et non Jean-Marc Dubois, le millionnaire. Maintenant, je savais à quel point cette décision avait été prémonitoire. Je suis rentré chez moi avec des copies des documents les plus importants et j'ai passé l'après-midi à les organiser dans des dossiers soignés. À 18h30, j'étais prêt pour la réunion de famille qui allait tout changer. Béatrice est arrivée la première, marchant prudemment et portant des vêtements amples qui n'irriteraient pas ses pansements restants. Elle avait l'air plus âgée que ses 58 ans, usée par la douleur, le stress et l'effort de maintenir ses mensonges. « Jean-Marc » a-t-elle dit en s'installant avec précaution dans son fauteuil préféré. « Je suis contente que nous allions parler de tout ça rationnellement. » Allons-nous parler rationnellement, Béatrice ? Vas-tu me dire la vérité sur ta relation avec Julien ? Ses lèvres se sont pincées. Je t'ai dit la vérité. Il n'y a pas de relation en dehors de la famille. Julien et Camille sont arrivés ensemble, tous deux ayant l'air d'assister à des funérailles. Les yeux de Camille étaient rouges à force de pleurer, et Julien se mouvait comme un condamné à mort marchant vers son exécution. « Papa » a commencé Camille dès qu'elle s'est assise.
Je sais que tu es bouleversé par tout ça, mais nous devons parler de ce qui est le mieux pour tout le monde. Ce qui est le mieux pour tout le monde? Ai-je répété. Commençons par ce qui est le mieux pour moi, Camille. Penses-tu qu'il est préférable pour moi d'être placé dans un EHPAD contre ma volonté? Le visage de Camille a rougi. Comment as-tu? Je veux dire, j'explorais juste des options. Tu vieillis, et après ce qui s'est passé l'autre jour, je m'inquiète pour ton jugement. Mon jugement? Papa, si tu as vraiment remplacé ce lubrifiant par de la colle industrielle, ce n'est pas un comportement normal. C'est le genre de chose qui me fait m'inquiéter pour ton état mental. J'ai regardé ma fille, cette femme que j'avais élevée depuis son enfance, qui avait appris à marcher en tenant mes mains et qui avait couru vers moi à chaque genou écorché et cœur brisé. Elle était assise dans mon salon, dans la maison que j'avais fournie pour toute son enfance, me disant que mon état mental était douteux. Camille, ai-je dit doucement, avant de discuter de mon état mental, nous devrions peut-être discuter de la relation de ton mari avec ta mère. Il n'y a pas de relation. A explosé Camille, son sang-froid se fissurant enfin. Pourquoi n'arrives-tu pas à te le mettre dans la tête? Julien m'aime. Maman t'aime. Toute cette histoire n'est qu'un horrible malentendu, et tu empires les choses en refusant d'entendre raison. Alors explique-moi, ai-je dit en attrapant l'un des dossiers que j'avais préparés, pourquoi les relevés téléphoniques de Julien montrent 17 appels au numéro personnel de ta mère au cours du mois dernier. Des appels passés pendant les heures de travail où il aurait dû être sur le chantier. Le silence qui a suivi était assourdissant. Le visage de Camille est devenu blanc. Julien fixait le sol. Les mains de Béatrice tremblaient alors qu'elle s'agrippait aux accoudoirs de son fauteuil. Comment as-tu obtenu les relevés téléphoniques de Julien? A demandé Béatrice, sa voix n'étant qu'un murmure. De la même façon que j'ai obtenu les relevés montrant que tu t'es porté pâle au travail 12 fois au cours des 3 derniers mois, toujours les jours où l'emploi du temps de Julien montrait qu'il n'était pas sur son chantier. J'ai ouvert le dossier et étalé les papiers sur la table basse. De la même façon que j'ai découvert vos visites conjointes au Jardin du Soleil. Camille fixait les documents, son monde s'effondrant sous ses yeux. Ce n'est pas vrai. Julien, dis-lui que ce n'est pas vrai. Julien a finalement levé les yeux et j'ai vu la défaite dans son regard. Julien, dis-moi que ce n'est pas vrai. A-t-elle hurlé. Mais Julien ne pouvait pas le lui dire parce que nous savions tous que c'était vrai. Les preuves étaient étalées sur ma table basse comme une carte routière de la trahison, et il n'y avait aucun moyen de l'expliquer autrement. Ce qu'il ne savait toujours pas, c'est que ce n'était que le début de leur éducation sur l'homme qu'il avait si négligemment sous-estimé. Le cri de Camille résonnait encore dans la pièce quand j'ai attrapé le deuxième dossier. Avant que quiconque ne dise un autre mot, ai-je annoncé, ma voix perçant le chaos des accusations et des démentis, il y a quelque chose que vous devez tous comprendre concernant votre situation. Béatrice essuyait ses yeux avec un mouchoir, essayant de retrouver une certaine contenance. Jean-Marc, s'il te plaît, ne rendons pas ça pire que ce ne l'est déjà. Pire? J'ai ri, et le son était dur, même à mes propres oreilles. Béatrice, toi et Julien entretenez une liaison depuis des mois, peut-être plus. Vous avez comploté pour me faire déclarer mentalement incompétent et me faire expulser de ma propre maison. Vous avez impliqué notre fille dans un plan pour me parquer dans un établissement coûteux pendant que vous vidiez nos économies pour payer votre liberté. Comment exactement cela pourrait-il être pire? Julien a fini par retrouver sa voix. Écoute, Jean-Marc, on peut peut-être trouver un arrangement. Peut-être qu'on peut trouver une solution qui convienne à tout le monde. Une solution qui convienne à tout le monde, ai-je répété. Comme la solution que toi et Béatrice avez trouvée pour votre attraction mutuelle. Comme la solution que Camille a trouvée pour son père gênant. Camille pleurait maintenant. Des sanglots qui secouaient tout son corps. Je ne savais pas, a-t-elle haleté. Je te le jure devant Dieu, papa. Je ne savais pas pour maman et Julien. Je pensais que tu devenais confus, peut-être dangereux. L'histoire du lubrifiant semblait tellement folle et j'avais peur. J'ai étudié le visage de ma fille, cherchant des traces de la petite fille qui croyait autrefois que je pouvais tout réparer. Peur de quoi, Camille? Peur que je perde la tête? Peur que je blesse quelqu'un ou moi-même? Peur que nous te perdions à cause de la démence ou pire? Et donc ta solution a été de m'enfermer. Pas de t'enfermer, a-t-elle protesté. L'endroit que j'ai regardé est vraiment bien. Ils ont des activités et des soins médicaux et 4 700 € par mois,
l'ai-je interrompu. As-tu pensé à la façon dont nous allions payer cela avec ma pension de 2200 €? Camille avait l'air confuse. Maman a dit qu'il y avait des économies. Elle a dit que tu avais des placements qui pourraient couvrir la différence. Je me suis tourné vers Béatrice. De quel placement lui as-tu parlé? Le visage de Béatrice était devenu livide. Elle savait qu'elle était prise au piège, prise dans une toile de mensonges qui devenait de plus en plus complexe de minute en minute. Il y a l'argent de quand nous avons refinancé la maison et ton compte d'épargne retraite. Le refinancement nous a donné 8 000 €, Béatrice. Mon plan épargne retraite contient 37 000 €. Ensemble, cela pourrait couvrir 8 mois au Jardin du Soleil. Que comptiez-vous faire une fois cet argent épuisé? Silence. Comptiez-vous vendre la maison? Ai-je insisté? Encore le silence. Bien sûr que oui. Vendre la maison, utiliser les bénéfices pour payer mes soins, et ensuite quoi? Où comptais-tu vivre, Béatrice? Julien s'est balancé inconfortablement sur sa chaise. Et soudain, j'ai compris. Julien compte quitter Camille, ai-je dit, les pièces du puzzle se mettant en place. Ça fait partie du plan, n'est-ce pas? Vous alliez tous les deux vous enfuir ensemble une fois que je serais bien rangé et que Camille s'occuperait des retombées. Camille a relevé brusquement la tête. Ce n'est pas vrai. Julien m'aime. Julien ne me quitterait jamais. Mais elle regardait son mari en le disant, cherchant sur son visage une confirmation qui ne venait pas. Julien. La voix de Camille était toute petite maintenant, enfantine. Dis-lui que ce n'est pas vrai. Julien fixait ses mains. Camille, tout cela est très compliqué. Compliqué? La voix de Camille s'est élevée jusqu'à devenir presque un hurlement. Soit tu m'aimes et tu veux rester marié avec moi, soit tu ne m'aimes pas. En quoi est-ce compliqué? Parce que ta mère et moi, a commencé Julien, puis il s'est arrêté. Parce que ta mère et toi, quoi? Ai-je demandé en me penchant en avant sur ma chaise. Vas-y, Julien. Dis à Camille ce que toi et Béatrice prépariez. Julien a levé les yeux vers moi et j'ai vu quelque chose d'inattendu dans son regard. Du soulagement. Comme s'il était reconnaissant que quelqu'un d'autre allait enfin dire la vérité qu'il n'arrivait pas à formuler lui-même. Nous nous aimons, a soudain dit Béatrice, sa voix dépassant à peine le murmure. Julien et moi, nous nous aimons. Les mots sont tombés dans la pièce comme des pierres dans une eau calme, créant des ondes qui ont atteint chaque coin de nos vies. Camille a émis un son que je n'avais jamais entendu auparavant. Un gémissement aigu qui semblait venir de plus profond que ses poumons. Elle s'est tournée vers Julien, le visage déformé par l'angoisse. Depuis combien de temps? Julien ne pouvait pas la regarder dans les yeux. Julien, depuis combien de temps? A-t-elle hurlé. 14 mois, a répondu Béatrice pour lui. Ça a commencé il y a 14 mois. 14 mois. Pendant que Camille planifiait leur avenir, Julien planifiait sa fuite. Pendant que je profitais de ce que je croyais être une retraite paisible, ma femme construisait une nouvelle vie avec mon gendre. 14 mois, a répété Camille, la voix creuse. Notre anniversaire de mariage était le mois dernier. Tu m'as souhaité un joyeux anniversaire. Tu m'as offert des fleurs et tu m'as dit que tu m'aimais. Je t'aime vraiment, a dit misérablement Julien. Mais j'aime aussi ta mère. Tu n'as pas le droit de nous aimer toutes les deux. A crié Camille. Tu ne peux pas nous avoir toutes les deux. Nous le savons, a dit doucement Béatrice. C'est pourquoi nous devions faire quelques changements. Des changements? Quelle manière stérile de décrire la destruction de notre famille. J'ai observé cet échange avec un étrange sentiment de détachement, comme si je regardais une pièce de théâtre plutôt que de vivre l'effondrement de ma propre vie. Mais je n'étais plus un simple spectateur. J'avais un pouvoir qu'il ignorait, et il était temps de m'en servir. Vous voulez savoir ce qui est vraiment intéressant dans cette situation? Ai-je demandé en tendant la main vers le deuxième dossier. Ce n'est pas seulement que vous m'avez tous trahi. C'est que vous m'avez tous sous-estimé. J'ai ouvert le dossier et étalé son contenu sur la table basse, à côté des relevés téléphoniques et des brochures de l'EHPAD. Des relevés bancaires, des dossiers d'investissement, des titres de propriété, tous portant mon nom et des chiffres qui ont fait halter Béatrice de façon audible. Qu'est-ce ce que c'est? A-t-elle murmuré, fixant un relevé qui indiquait un solde de compte de 1 700 000 €. C'est ce que tu ne sais pas sur ton mari, ai-je dit calmement.
C'est ce que Julien ne sait pas sur son beau-père. C'est ce que Camille ne sait pas sur l'homme qu'elle prévoyait d'enfermer dans un EHPAD. Julien s'est penché en avant, plissant les yeux sur les chiffres. Jean-Marc, que sont ces documents? Ces documents représentent mon héritage de l'oncle Édouard, 4 500 000 € reçus il y a 6 ans et soigneusement investis depuis. Le silence qui a suivi était absolu. Même les sanglots de Camille se sont arrêtés alors qu'elle tentait d'assimiler ce que je venais de révéler. 4 millions, la voix de Béatrice était à peine audible. 4 500 000, ai-je corrigé. Plus la croissance des investissements sur 6 ans. Ma valeur nette actuelle est d'environ 6 200 000 €. Camille m'a regardé comme si je venais d'annoncer que j'étais un extraterrestre venu d'une autre planète. Papa, ce n'est pas possible. Nous vivons dans cette petite maison. Tu conduis une voiture qui a 12 ans. Tu découpes des bons de réduction. Je vis modestement par choix, Camille. Je voulais voir quel genre de personne vous étiez tous quand vous pensiez que je n'avais rien d'autre à offrir que ma pension et mon amour. L'impact de cette révélation a été immédiat et dévastateur. Je pouvais voir les calculs défiler derrière leurs yeux, la réalisation de ce qu'il avait jeté, de ce qu'il avait risqué, de ce qu'il avait perdu. Le visage de Béatrice était passé de livide à gris. 6 ans. Tu connais l'existence de cet argent depuis 6 ans, et tu ne me l'as jamais dit. Pourquoi te l'aurais-je dit, Béatrice? Pour que tu puisses le dépenser en soins en spa et en vacances coûteuses, pour que tu puisses quitter ton travail et développer des moyens encore plus élaborés de me trahir? Cet argent nous appartient à tous les deux, a-t-elle dit, sa voix gagnant en force alors que la colère remplaçait le choc. Nous sommes mariés. C'est la communauté de biens. J'ai souri, et ce n'était pas une expression agréable. En fait, Béatrice, un héritage reçu par l'un des conjoints pendant le mariage est considéré comme un bien propre selon la loi, à condition qu'il soit conservé sur des comptes séparés et non mélangé aux biens de la communauté. Julien fixait les documents, la bouche légèrement entr'ouverte. Tu es millionnaire. Oui. Et tu nous as laissé croire que tu n'étais qu'un pauvre retraité. Oui. Et maintenant tu nous le dis parce que je veux que tu comprennes ce que tu as perdu, Béatrice. Tu as jeté un mariage avec un homme valant plus de 6 millions d'euros pour pouvoir entretenir une liaison avec un ouvrier du bâtiment qui gagne 43 000 € par an. Julien a tressailli comme si je l'avais giflé. Camille, tu as comploté pour faire déclarer ton père millionnaire incompétent et l'enfermer, croyant avoir affaire à un vieil homme confus avec des ressources limitées. Camille secouait la tête lentement, comme pour nier la réalité de ce qui se passait. Et Julien, ai-je continué, tu as détruit ton mariage avec une femme qui t'aimait sincèrement, tu as trahi la confiance d'un homme qui t'avait accueilli comme un fils, et tu as jeté par la fenêtre toute chance d'être inclus dans une fortune familiale qui aurait pu changer ta vie pour toujours. Les trois sont restés assis dans un silence stupéfait, absorbant l'ampleur de leurs erreurs. La partie vraiment tragique, ai-je ajouté, c'est que si vous aviez simplement été honnête avec moi sur vos sentiments, si vous étiez venu me dire que Julien et Béatrice étaient tombés amoureux et voulaient être ensemble, j'aurais peut-être été disposé à discuter d'un accord raisonnable. J'aurais peut-être été disposé à aider Camille dans son divorce pour m'assurer que tout le monde retombe sur ses pieds. Les yeux de Béatrice se sont écarquillés. Tu l'aurais fait? J'aurais pu. Nous ne le saurons jamais maintenant, n'est-ce pas? Parce qu'au lieu de l'honnêteté, vous avez choisi la tromperie. Au lieu du respect, vous avez choisi la trahison. Au lieu de me traiter comme un être humain avec des sentiments et de la dignité, vous m'avez traité comme un obstacle à éliminer. J'ai rassemblé les documents dans leur dossier, mes mouvements étant délibérés et calmes. Alors, voici ce qui va se passer maintenant, ai-je repris. Béatrice, tu vas demander le divorce, et tu vas accepter le règlement que mes avocats jugeront équitable. Julien, tu vas déménager de la maison de ma fille et trouver un autre endroit où vivre. Et Camille. J'ai regardé ma fille, cette femme qui avait hérité de l'égoïsme de sa mère et de l'entêtement de son père, qui avait été prête à sacrifier ma liberté pour sa propre tranquillité d'esprit. Camille, tu vas devoir décider si tu veux essayer de réparer notre relation ou si tu veux te ranger du côté des personnes qui nous ont tous les deux trahis. Camille s'est essuyé les yeux du revers de la main. Papa, je suis tellement désolé. Je ne savais pas pour maman et Julien. J'essayais juste de faire ce que je pensais être le mieux pour toi. Vraiment, Camille? Ou essayais-tu de faire ce qui était le plus facile pour toi? Elle n'a pas répondu parce que nous connaissions tous les deux la vérité. Je me suis levé, ma décision étant prise.
Je crois que c'est assez de temps passé en famille pour une soirée. Béatrice, je m'attends à ce que tu sois partie de la maison d'ici la fin de la semaine. Julien, ne reviens plus jamais ici. Camille, eh bien, Camille, tu sais où me trouver si tu décides de vouloir t'excuser correctement. Alors qu'ils sortaient tous en file indienne de ma maison achetée avec mon argent, entretenue par mon labeur, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. Le contrôle total sur ma propre vie. Mais ce n'était que le début. Dès demain, j'allais commencer à faire les changements qui garantiraient qu'aucun d'eux ne pourrait jamais plus me manipuler. Le lendemain matin, j'ai appelé le meilleur avocat spécialisé en divorce de la région. Maître Catherine Dupont avait la réputation d'être impitoyable, méticuleuse et chère. Son tarif horaire de 650 € aurait été impossible sur ma seule pension, mais c'était de la petite monnaie par rapport à ma véritable valeur nette. Quand j'ai expliqué ma situation lors de notre première consultation, ses yeux se sont illuminés avec la lueur prédatrice d'un requin sentant le sang. « Monsieur Dubois », a-t-elle dit en examinant les documents que j'avais apportés. C'est l'un des cas les plus flagrants de faute conjugale que j'ai vu en 20 ans de pratique. Votre femme a commis l'adultère, a comploté pour vous faire déclarer incompétent et a tenté de prendre le contrôle des actifs qu'elle pensait que vous possédiez. Le fait qu'elle n'ait pas eu connaissance de votre véritable situation financière ne fait que renforcer notre position. À quoi pouvons-nous nous attendre en termes de règlement ? Ai-je demandé. Catherine a souri, et ce n'était pas une expression agréable. Dans ce pays, l'adultère est un motif de divorce pour faute. Étant donné les preuves que vous avez rassemblées et le fait que votre héritage soit un bien propre, je crois que nous pouvons nous assurer que votre femme ne reçoive que ce à quoi elle a strictement droit selon la loi, ce qui n'est essentiellement rien. Et la maison a été achetée avant l'héritage, donc c'est un bien commun. Mais au vu de son comportement fautif, nous pouvons plaider pour que vous conserviez la pleine propriété et qu'elle reçoive d'autres actifs d'une valeur équivalente. Elle a fait une pause. Bien sûr, puisqu'il n'y a aucun autre actif d'une valeur équivalente sur lequel elle ait une quelconque réclamation. J'ai compris. Béatrice quitterait le mariage avec les effets personnels qu'elle pourrait porter, et le petit solde restant sur notre compte joint. Tout le reste resterait à moi. Il y a une complication, a poursuivi Catherine. L'implication de votre gendre complique les choses, particulièrement si votre fille décide de poursuivre également un divorce. Comment ça ? Si elle divorce de lui pour adultère et demande des dommages-intérêts, et s'il n'a aucun actif pour satisfaire un jugement, elle pourrait se tourner vers sa mère en tant que co-conspiratrice. Votre femme pourrait potentiellement être tenue responsable de la destruction du mariage de votre fille. L'ironie était délicieuse. La liaison de Béatrice avec Julien pourrait lui coûter non seulement son propre accord de mariage, mais aussi la rendre responsable des dommages causés au mariage de Camille. Je veux explorer toutes les voies légales disponibles, ai-je dit. Ce sera coûteux. Les frais d'avocat à eux seuls pourraient atteindre 50 000 € ou plus. C'est acceptable. Le sourire de Catherine s'est élargi. Alors, détruisons-la. Les semaines suivantes se sont écoulées dans un tourbillon d'activités juridiques. L'équipe de Catherine travaillait avec une précision militaire, déposant des dossiers, rassemblant des preuves et montant un dossier en béton. Béatrice s'est fait signifier les papiers du divorce à son bureau, une humiliation publique dont ses collègues allaient jaser pendant des mois. Julien, quant à lui, avait quitté la maison de Camille pour s'installer dans un appartement bon marché de l'autre côté de la ville. Camille avait demandé le divorce quelques jours après notre réunion de famille, et le salaire d'ouvrier du bâtiment de Julien signifiait qu'il ne pouvait pas se payer une représentation légale décente. Il était représenté par un avocat commis d'office qui avait l'air de tout juste sortir de l'école de droit. La première conférence de conciliation était prévue un jeudi matin début octobre. Je suis arrivé au cabinet de Catherine avec une heure d'avance, vêtu de mon meilleur costume et portant une mallette pleine de documents financiers. Je voulais avoir l'air de l'homme d'affaires prospère que j'étais secrètement depuis des années. Béatrice est arrivée avec son avocat, un homme d'âge mûr nommé Paul Bertrand, spécialisé dans la défense des épouses lors de divorces litigieux. Mais même Bertrand a eu l'air mal à l'aise alors que Catherine présentait méthodiquement nos preuves. Les relevés téléphoniques, les consultations à l'EHPAD, les dossiers médicaux de l'incite de la colle qui prouvaient que Béatrice et Julien étaient dans une position compromettante. Monsieur Dubois, a dit Bertrand pendant une pause dans les négociations, la position de votre client est assez dure. Peut-être pourrions-nous discuter d'une forme de prestation compensatoire, compte tenu de la durée du mariage. Catherine n'a même pas levé les yeux de ses notes.
Votre cliente a perdu tout droit à une prestation compensatoire lorsqu'elle a décidé de coucher avec son gendre et de comploter pour faire déclarer mon client incompétent. La consultation pour le HPAD est née d'une véritable inquiétude. Documentée par qui? L'a interrompu Catherine. Quel professionnel de la santé a diagnostiqué des problèmes cognitifs chez Monsieur Dubois? Quels incidents ont été signalés pour justifier ces inquiétudes? Bertrand est resté silencieux. Il n'y avait aucun rapport médical, aucun incident documenté, aucune évaluation professionnelle. Les affirmations de Béatrice concernant mon état mental avaient été fabriquées pour soutenir son plan visant à m'écarter de ma propre vie. De plus, a continué Catherine, mon client a des documents prouvant que votre cliente et Monsieur Laurent ont fait des demandes auprès d'agents immobiliers concernant la vente du domicile conjugal pendant que mon client était supposément en cours d'évaluation pour un placement en établissement. Veuillez m'expliquer en quoi cela représente une véritable inquiétude pour son bien-être. Je n'étais pas au courant des demandes auprès des agences immobilières, mais les enquêteurs de Catherine avaient été minutieux. Béatrice et Julien avaient estimé la maison, vraisemblablement pour déterminer combien d'argent ils auraient pour financer leur nouvelle vie ensemble une fois que je serais bien enfermé. Béatrice a fini par parler, sa voix n'étant qu'un murmure. Jean-Marc, s'il te plaît. Nous avons été mariés pendant 30 ans. Cela ne signifie-t-il rien pour toi? J'ai regardé cette femme qui avait partagé mon lit, ma maison, ma vie pendant 3 décennies. La femme qui m'avait embrassé pour me dire au revoir le matin où j'avais découvert sa trahison, qui avait planifié mon enfermement pendant que je lui préparais le petit déjeuner et m'inquiétais de son bonheur. Cela signifiait tout pour moi, ai-je dit doucement. C'est pourquoi ce que tu as fait est impardonnable. J'ai fait une erreur. Les gens font des erreurs. Ne pouvons-nous pas surmonter cela? Tu n'as pas fait une erreur, Béatrice. Tu as pris une série de décisions calculées sur 14 mois. Tu as choisi de trahir notre mariage. Tu as choisi de comploter contre moi. Tu as choisi d'impliquer notre fille dans tes machinations. Ce n'étaient pas des erreurs. C'étaient des choix. Le règlement final a été aussi brutal que Catherine l'avait promis. Béatrice recevrait 7 300 € de notre compte joint, ses effets personnels et sa voiture. Tout le reste, la maison, mes comptes de retraite, mes portefeuilles d'investissement, et la totalité de l'héritage restait à moi. Elle serait également responsable de ses propres frais de justice, qui avaient déjà dépassé les 15 000 €. Alors que nous quittions le palais de justice après l'audience finale, Béatrice s'est approchée de moi sur le parking. Elle paraissait plus âgée que ses 58 ans, usée par des mois de bataille juridique et le stress de voir son plan si soigneusement construit s'effondrer. Jean-Marc, a-t-elle dit. Je sais que tu me détestes. Je sais que j'ai tout détruit, mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je me suis arrêté de marcher et je me suis tourné vers elle. Je t'ai aimé pendant la majeure partie de notre mariage. Je t'ai vraiment aimé. C'est juste que, quelque part en cours de route, j'ai cessé de me sentir comme ta femme et j'ai commencé à me sentir comme ton aide-soignante. Tu étais tellement content de ta routine, tellement satisfait de ta petite vie, et je voulais plus. Tu aurais pu me parler de tes envies d'autre chose. M'aurais-tu écouté? Vraiment? À quand remonte la dernière fois que nous avons parlé d'autre chose que des factures, de l'entretien de la maison et de tes petits maux et douleurs? Elle marquait un point, bien que je n'allais pas lui donner la satisfaction de l'admettre. Notre mariage était devenu routinier, prévisible, sûr. Peut-être trop sûr. Et Julien t'a fait te sentir vivante à nouveau, ai-je dit. Béatrice a hoché la tête, des larmes commençant à se former dans ses yeux. Il m'a fait me sentir comme une femme au lieu d'une simple épouse. Il m'a fait me sentir désirable, excitante et jeune. Alors, tu as décidé de me faire interner pour pouvoir t'enfuir avec lui. Ça ne devait pas se passer comme ça. Nous allions juste suggérer que tu serais peut-être plus heureux dans un endroit où tu aurais plus d'interactions sociales, plus d'activités. Nous pensions que si tu étais installé quelque part de bien, Julien et moi pourrions discrètement divorcer de nos conjoints et recommencer à zéro. Discrètement divorcer? Ai-je répété. Vous alliez détruire le mariage de Camille discrètement. Les larmes de Béatrice coulaient librement maintenant. Nous pensions, nous espérions qu'elle finirait par comprendre. Nous pensions qu'elle voudrait que nous soyons heureux. L'illusion était à couper le souffle. Il s'était réellement convaincu que Camille serait reconnaissante de voir son mariage détruit pour que sa mère et son mari puissent être ensemble. Béatrice, ai-je dit d'une voix étonnamment douce. As-tu jamais considéré que j'aurais peut-être voulu être heureux,
moi aussi? Elle m'a regardé avec une véritable surprise, comme si l'idée ne lui avait jamais traversé l'esprit. Je me suis éloigné sans dire au revoir. Mais Béatrice et Julien n'étaient pas les seuls à faire face aux conséquences. Camille m'avait évité depuis la nuit de notre réunion de famille. Mais elle ne pouvait pas éviter les procédures judiciaires. En tant que femme de Julien, elle était tenue de témoigner sur leur mariage, leur situation financière et sa connaissance de la relation de celui-ci avec sa mère. J'ai assisté à l'audience de divorce de Camille, non par méchanceté, mais parce que j'avais besoin de comprendre jusqu'à quel point elle était impliquée dans le complot. Ce que j'ai appris m'a brisé le cœur. L'avocat de Camille a présenté des preuves que Julien avait été émotionnellement violent, l'isolant de ses amis et la manipulant pour lui faire croire que je devenais dangereux et instable. La consultation pour LEHPAD n'avait pas été l'idée de Camille. Julien l'avait convaincu que je montrais des signes de démence et qu'une action immédiate était nécessaire pour protéger tout le monde. Il m'a dit que papa devenait violent, a témoigné Camille, la voix tremblante. Il m'a dit que papa l'avait menacé lors d'un appel téléphonique et que maman avait peur d'être seule dans la maison. Il m'a montré des sites web sur la maltraitance des personnes âgées et m'a convaincu que papa devenait imprévisible. Julien avait manipulé ma fille pour lui faire croire que j'étais une menace, utilisant son amour pour moi contre moi. Il avait transformé son inquiétude naturelle pour son père vieillissant en une arme pour m'écarter de son chemin vers Béatrice. Quand Camille m'a finalement appelé après que son divorce a été prononcé, j'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose dans sa voix lorsqu'elle a laissé un message vocal, une brisure qui m'a rappelé la petite fille qui courait vers moi quand elle avait mal, m'a fait décrocher le téléphone. « Papa, a-t-elle dit, je sais que tu ne veux probablement plus jamais me revoir, mais j'ai besoin que tu saches que je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. Je croyais te protéger. » Je sais, ai-je dit. Julien m'a montré des articles sur la démence et la maltraitance des aînés. Il m'a convaincu que tu devenais dangereux, que tu pouvais te blesser ou blesser quelqu'un d'autre. Il m'a fait croire que la maison de retraite était l'option la plus sûre pour tout le monde. Camille, pourquoi ne m'as-tu pas parlé directement de ces inquiétudes? Un long silence. Parce que Julien a dit que les personnes atteintes de démence ne reconnaissent souvent pas leurs propres symptômes. Il a dit que si je te confrontais directement, tu pourrais devenir agité ou violent. Julien avait isolé Camille de moi aussi efficacement qu'il l'avait isolée de ses amis. Il avait créé un récit où la communication directe avec moi était dangereuse, où ma propre fille ne pouvait pas se fier à ma parole concernant mon propre état mental. Papa, j'ai tout perdu. Mon mariage, ma maison, mes économies. Julien a vidé notre compte joint avant que je ne demande le divorce. Je n'ai nulle part où aller. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti un élan de cet instinct protecteur que j'avais toujours éprouvé pour ma fille. Camille avait été une victime, elle aussi. Manipulée et utilisée par Julien, tout comme j'avais été utilisé par Béatrice. Camille, ai-je dit, aimerais-tu rentrer à la maison? La question nous a surpris tous les deux. Après tout ce qui s'était passé, après toutes les trahisons, les mensonges et les batailles juridiques, étais-je vraiment prêt à pardonner à ma fille? Je ne mérite pas ça, a-t-elle murmuré. Peut-être pas, ai-je admis. Mais tu es toujours ma fille, et contrairement à ta mère, tu as été manipulée pour agir ainsi plutôt que de le choisir librement. Que se passerait-il si je rentrais? Nous devrions reconstruire la confiance. Nous devrions établir de nouvelles limites. Et tu devrais accepter que je ne suis pas le vieil homme impuissant que tu croyais que j'étais. Je commence à le comprendre. Ce soir-là, Camille est revenue dans sa chambre d'enfant avec rien d'autre que 2 valises et une compréhension humble de la façon dont elle avait été totalement trompée. 6 mois après la finalisation des divorces, je me tenais dans la cuisine de ma nouvelle maison, regardant le lever du soleil peindre les montagnes dans des tons d'or et de rose. La maison était tout ce que mon ancienne maison de banlieue n'était pas, spacieuse, moderne, et à moi seul. Nichée sur 6 hectares dans les Alpes françaises, à 2 heures d'Annecy, elle représentait la vie dont j'avais toujours rêvé, mais que je n'avais jamais osé poursuivre. Le silence était profond, brisé seulement par le cri occasionnel d'un faucon ou le murmure du vent à travers les sapins. J'avais acheté la propriété pour 800 000 € comptant, choquant l'âge immobilier qui avait supposé que j'étais juste un autre retraité réduisant la taille de son logement. La maison elle-même était une structure en bois sur mesure avec des baies vitrées allant du sol au plafond qui amenaient la nature à l'intérieur. J'avais dépensé 200 000 € supplémentaires en rénovation, créant exactement le sanctuaire que je voulais pour ce nouveau chapitre de ma vie. Camille vivait ici aussi, dans un chalet d'amis aménagé de l'autre côté de la propriété.
La distance physique entre nos espaces de vie nous avait aidé à reconstruire notre relation lentement, prudemment, sans la pression d'une intimité forcée. Elle avait trouvé un emploi dans une clinique vétérinaire de la ville la plus proche, un trajet de 40 minutes sur des routes de montagne qui, disait-elle, lui donnait le temps de réfléchir et de décompresser. Notre relation était différente maintenant. Camille me traitait avec un respect qui était absent auparavant, et j'avais appris à la voir comme une adulte qui avait fait des erreurs plutôt que comme une enfant qui avait besoin d'être protégée. Nous dînions ensemble 2 fois par semaine, et elle m'aidait pour les projets d'entretien de la propriété qui étaient trop importants pour être gérés par une seule personne. Papa, m'avait-elle dit lors de l'une de nos conversations du soir, je n'arrête pas de penser à la façon dont les choses auraient pu être différentes si Julien ne m'avait pas manipulé. Si je t'avais simplement parlé directement au lieu de croire tout ce qu'il me disait. Ne te torture pas avec des si, Camille. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons choisir comment avancer. Elle était restée silencieuse un long moment, fixant le feu qui crépitait dans ma cheminée en pierre. Je pensais reprendre mes études, peut-être obtenir mon diplôme de vétérinaire au lieu d'être juste une assistante. C'est cher, avais-je fait remarquer. Je sais. Je devrais contracter des prêts, travailler à temps partiel tout en étudiant. Cela prendrait des années. J'avais soigneusement pesé ma réponse. Camille avait besoin de reconstruire sa vie de manière indépendante pour se prouver à elle-même qu'elle pouvait réussir par ses propres mérites, mais elle était toujours ma fille. Et si je te faisais un prêt ? Avais-je suggéré. Un faible taux d'intérêt, des conditions de remboursement raisonnables. Tu pourrais te concentrer sur tes études sans te soucier de la pression financière immédiate. Ses yeux s'étaient remplis de larmes. Papa, après tout ce que j'ai fait. Tu as été manipulé par quelqu'un en qui tu avais confiance. Cela ne te rend pas responsable de ses choix, et cela ne veut pas dire que tu dois être puni pour le reste de ta vie. Camille était maintenant à la moitié de son premier semestre d'études préparatoires vétérinaires à Vétagros-up à Lyon, faisant le trajet 3 jours par semaine pour ses cours. Elle s'épanouissait d'une manière que je ne l'avais jamais vue faire auparavant, libérée de la manipulation constante de Julien et redécouvrant ses propres intérêts et ambitions. Béatrice et Julien, quant à eux, avaient découvert que l'amour bâti sur la tromperie survit rarement à la dure lumière de la réalité. Je recevais des nouvelles de leur situation via le réseau de commérage juridique que Catherine entretenait. Julien avait perdu son emploi dans l'entreprise de construction lorsque la rumeur de sa liaison s'était répandue dans leur communauté très soudée. Le travail dans le bâtiment dépend fortement de la confiance et de la réputation, et les actions de Julien l'avaient rendu inemployable dans notre région. Béatrice avait été obligée de prendre un deuxième emploi pour joindre les deux bouts, travaillant le soir dans un magasin pour compléter ses revenus de l'agence d'assurance. Le stress de la pression financière, combiné à l'ostracisme social auquel ils faisaient face dans notre ancien quartier, avait mis une pression énorme sur leur relation. Ils ont déménagé dans une résidence de l'autre côté de la ville, m'avait informé Catherine lors d'une de nos mises à jour périodiques. Un T3, 850 € par mois. Julien fait de l'intérim quand il en trouve, mais c'est un travail irrégulier. Et Béatrice travaille 60 heures par semaine entre ses deux emplois. Elle a l'air épuisée à chaque fois que je la croise en ville. Je ne ressentais aucune satisfaction face à leurs difficultés, mais aucune sympathie non plus. Ils avaient choisi leur chemin, et ils vivaient avec les conséquences de leur choix. La conséquence la plus importante, cependant, était ce que leur liaison avait fait à leur propre relation. Un amour qui commence par une trahison porte en lui les graines de la méfiance, et Béatrice et Julien savaient maintenant exactement de quoi l'autre était capable lorsque le malheur frappait. Julien a été vu en ville avec d'autres femmes, avait mentionné Catherine lors de notre dernière conversation. Rien de sérieux pour autant qu'on sache, mais Béatrice est au courant. Elle l'a confronté publiquement devant le supermarché le mois dernier. Toute une scène, selon les témoins. Les fondations de leur relation avaient été l'excitation de l'amour interdit, le frisson des rencontres secrètes et des moments volés. Une fois que leur relation est devenue publique, une fois qu'ils ont été obligés de faire face à des problèmes banals comme le loyer, les courses et les factures, la romance s'est évaporée rapidement. J'avais croisé Béatrice exactement une fois depuis le divorce, à la poste de notre ancienne ville où j'étais allé régler quelques affaires restantes. Elle avait l'air fatiguée et plus âgée, ses cheveux montrant des racines grises qu'elle n'avait pas pris la peine de retoucher, ses vêtements pratiques plutôt que flatteurs. Jean-Marc, avait-elle dit, visiblement surprise de me voir. Béatrice. J'avais hoché la tête poliment, la traitant comme n'importe quelle autre connaissance. J'ai entendu dire que tu avais déménagé dans les Alpes. En effet. Et Camille est avec toi ?
Oui. Béatrice était restée là un moment, voulant clairement en dire plus, mais ne sachant pas comment s'y prendre. Finalement, elle avait demandé « Es-tu heureux ?» La question m'avait surpris. Oui, je le suis. Et toi? Elle avait sérieusement réfléchi à la question avant de répondre. Non, je pensais que je le serais, mais non. Je suis désolé de l'entendre. Vraiment? J'y avais réfléchi. Oui, je le suis. Je n'ai jamais voulu que tu sois misérable, Béatrice. Je voulais juste que tu fasses face aux conséquences de tes choix. Et je fais face aux conséquences? Ce n'est pas à moi d'en juger. Elle avait hoché la tête lentement. Je pense à ce que j'ai abandonné, à ce que nous avions avant que tout ne tourne mal. Ce que nous avions n'était pas parfait non plus, avais-je fait remarquer. Tu l'as dit toi-même. Nous nous étions installés dans un confort, peut-être trop grand, mais c'était réel. Ce que Julien et moi avions, ça semblait réel à l'époque, mais c'était construit sur des mensonges et l'excitation, et le frisson de faire quelque chose d'interdit. Une fois l'excitation disparue. Elle avait laissé sa phrase en suspens, mais je comprenais. Leur relation avait été comme une drogue, procurant une ivresse émotionnelle qui ne pouvait pas être maintenue une fois devenue leur réalité quotidienne. Béatrice, avais-je dit doucement, tu peux te construire une nouvelle vie. Tu as 59 ans, pas 99. Tu as le temps de découvrir ce qui te rend vraiment heureuse, sans Julien. Je crois que tu connais déjà la réponse. 2 semaines plus tard, Catherine m'avait appelé pour m'annoncer que Béatrice et Julien s'étaient séparés. Julien avait quitté leur appartement commun et Béatrice vivait seule pour la première fois depuis qu'elle avait 28 ans. Maintenant, debout dans ma cuisine montagnarde 6 mois plus tard, je réfléchissais à la transformation complète de ma vie. L'homme qui avait découvert la trahison de sa femme au bord d'une piscine de banlieue n'existait plus. Ce Jean-Marc Dubois avait été passif, d'une confiance aveugle, prêt à accepter toutes les miettes d'affection et de respect que sa famille voulait bien lui offrir. Ce Jean-Marc Dubois connaissait sa propre valeur. Ce Jean-Marc Dubois avait des limites et les faisait respecter. Ce Jean-Marc Dubois avait appris que parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire est de refuser de cautionner le comportement destructeur de quelqu'un d'autre. J'avais aussi appris quelque chose d'inattendu sur moi-même. J'étais plus heureux seul que je ne l'avais été dans un mariage malheureux. La solitude que j'avais redoutée après le départ de Béatrice s'était avérée paisible plutôt qu'isolante. Je me réveillais quand je le voulais, mangeais ce que je voulais, passais mes journées à poursuivre des intérêts que Béatrice n'avait jamais partagés. Je m'étais mis à la photographie, une passion que j'avais toujours eue mais pour laquelle je n'avais jamais eu le temps pendant mes années de vie active. Les montagnes m'offraient des sujets infinis, et je développais un bon œil pour la composition et la lumière. J'avais même vendu quelques tirages à une galerie des Annecy, non pas parce que j'avais besoin d'argent, mais parce que c'était agréable de voir mon travail valorisé. J'avais également commencé à faire du bénévolat dans un centre de réhabilitation pour la faune sauvage, utilisant mon expérience de la Poste en matière de logistique et d'organisation pour les aider à gérer leurs opérations plus efficacement. Ce travail était satisfaisant d'une manière que mon ancien emploi n'avait jamais été, et il me connectait avec des personnes qui partageaient mon amour de la nature et de la conservation. Ma vie sociale était limitée, mais authentique. J'avais noué des amitiés avec plusieurs voisins, des couples dans la soixantaine et la septantaine qui avaient également déménagé à la montagne pour leur retraite. Nous nous réunissions pour des dîners et des randonnées, et je me surprenais à rire plus que je ne l'avais fait depuis des années. L'une de mes voisines, une veuve nommée Patricia dont le mari était décédé 3 ans plus tôt, était devenue une amie particulièrement proche. Nous partagions les mêmes intérêts pour la photographie et la faune, et elle avait joué un rôle déterminant pour m'impliquer dans le centre de réhabilitation. Notre relation était platonique, mais confortable, et j'appréciais d'avoir une perspective féminine sur les changements de ma vie. Tu sembles en paix, avait observé Patricia lors d'une de nos promenades photographiques dans la forêt domaniale. Je le suis, avais-je réalisé avec une certaine surprise. Pour la première fois depuis des années, je suis exactement là où je veux être, faisant exactement ce que je veux faire, sans personne pour exiger que je sois quelqu'un de différent. C'est un don rare, avait-elle dit. La plupart des gens ne découvrent jamais comment être en paix avec eux-mêmes. Elle avait raison. La poursuite de la richesse et du statut qui avait guidé une grande partie de ma vie d'adulte avait fait place à une appréciation plus simple de la beauté, de la solitude et des relations authentiques. J'avais assez d'argent pour vivre confortablement pour le reste de mes jours sans m'inquiéter des dépenses, mais plus important encore, j'avais assez d'estime de moi pour ne plus jamais accepter un traitement qui diminuerait ma dignité.
Les procédures judiciaires étaient enfin terminées. Les tentatives de Béatrice pour réclamer une part de mon héritage avaient échoué, et les efforts de Julien pour obtenir un quelconque règlement financier du divorce de Camille étaient restés infructueux. Tous deux étaient confrontés à la réalité de devoir reconstruire leur vie à partir de zéro à la fin de la cinquantaine et au début de la trentaine, respectivement. Les progrès de Camille continuaient de m'émerveiller. Ses notes étaient excellentes, sa confiance grandissait et elle nouait des amitiés avec des camarades de classe qui partageaient sa passion pour le soin des animaux. Elle avait aussi commencé à fréquenter un autre étudiant en classe préparatoire vétérinaire, une relation qui semblait saine et équilibrée d'une manière que son mariage avec Julien ne l'avait jamais été. « Papa », avait-elle dit lors de notre plus récent dîner ensemble. « Je veux que tu saches que je comprends maintenant ce que tu as fait pour moi, pas seulement financièrement, mais émotionnellement. Tu aurais pu me couper les ponts complètement après ce à quoi j'ai participé, et tu aurais été justifié. Tu es ma fille, Camille. Cela ne change pas parce que tu as fait des erreurs. Mais tu ne m'as pas pardonné aveuglément. Tu m'as obligé à prouver que j'avais appris de ces erreurs. Tu m'as obligé à reconstruire ma vie de manière indépendante avant de proposer ton aide. Il a fallu une sagesse que je n'appréciais pas à l'époque. J'avais ressenti une profonde satisfaction en entendant ces mots, non pas parce que j'avais besoin d'éloges, mais parce que cela signifiait que Camille comprenait vraiment la différence entre cautionner et soutenir, entre aider quelqu'un à éviter les conséquences et l'aider à apprendre de ses conséquences. Alors que je regardais le lever du soleil achever sa transformation du paysage montagneux, je me sentais reconnaissant pour le douloureux voyage qui m'avait amené à cet endroit. La trahison qui semblait être la fin de mon monde avait en fait été le début de ma vraie vie. La vie que j'étais censé mener une fois que j'aurais cessé d'accepter moins que ce que je méritais. L'ancien Jean-Marc Dubois aurait enduré la liaison de Béatrice en silence, aurait accepté le récit selon lequel il devenait incompétent, se serait laissé placer en EHPAD pendant que sa famille se détruisait par cupidité et égoïsme. Ce Jean-Marc Dubois avait riposté, avait exigé le respect, avait refusé d'être la victime des choix des autres, et en se défendant, il avait non seulement récupéré sa propre dignité, mais avait aussi donné à sa fille l'opportunité de reconstruire sa vie sur des bases d'honnêteté et de respect de soi. Je me suis versé une tasse de café et je suis sorti sur ma terrasse, respirant l'air vif des montagnes. Quelque part au loin, un renard appelait les siens, et un aigle tournoyait au-dessus, chevauchant les courants thermiques avec une grâce naturelle. C'était ça, la liberté. C'était ça, la paix. C'était la vie que j'avais gagnée en refusant d'accepter autre chose que la vérité, peu importe ce que cette vérité m'avait coûté. Pour la première fois en 30 ans, j'étais exactement là où je devais être.